Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je dois le dire, m'a littéralement pris plus de 3 mois d'écriture. Ça a été vraiment pas facile parce que Pluton est une arme antique assez complexe à la différence de Poséidon. Les indices concernant cette arme sont disséminés un peu partout aux 4 coins du monde et Oda a constitué un véritable puzzle à résoudre. On va donc devoir parcourir les fondations de bien des îles, des civilisations et mythes pour en trouver sa réelle signification. Mais vous inquiétez pas parce que j'ai véritablement mis tout mon cœur à l'ouvrage pour qu'elle soit le plus agréable possible. Alors j'espère sincèrement qu'elle vous plaira, qu'elle vous permettra de passer un beau moment durant cette période un peu compliquée pour certains. Donc perdons pas plus de temps, installez-vous confortablement et c'est parti. Tout commence sur les flots d'une mer sablonneuse, dans un pays où trône l'essence culturelle de l'Égypte antique, Alabasta. C'est dans ce désert de dunes que réside une arme capable d'anéantir des îles entières, et dont l'histoire fut gravée sur une pierre sacrée enfouie dans le tombeau royal de la dynastie Néfertari. Son nom, Pluton, le dieu régnant sur le séjour des morts, un titre venu tout droit de l'antre des enfers et marquant la symbolique funéraire autour de cette arme antique. Pourtant, c'est dans un tout autre décor que son récit se poursuit. Dans le pays des plus grands constructeurs au monde, la cité des eaux, Water 7, une nation qui se vit confier au fil des siècles un art sacré et des plans capables de donner naissance aux plus destructeurs des navires. Alors que pourrait être véritablement cette arme antique et qui pourrait incarner le roi à la tête de cette puissance abyssale? C'est par les mots de Crocodile que nous pourrions trouver une parcelle de réponse. Selon lui, l'arme la plus destructrice du siècle oublié sommeillerait quelque part dans le royaume d'Alabasta. En entrant dans ces catacombes, on découvre de mystérieuses fresques ornant les murs, qui semblent nous conter un récit énigmatique. Une barque se tenant sur les flots et traversant les eaux pour rejoindre un autel sacrificiel où se dressait un gigantesque serpent. Un dessin reproduit au-delà des nuages et au cratère de la Lune, puisque c'est à l'ancienne civilisation Chandia et la terre d'origine des nerfs Bilka qu'on retrouve la même symbolique. 3 royaumes, 3 civilisations, 3 cultures différentes, pourtant bel et bien réunies en un seul point. C'est en plein cœur des mythes de l'Égypte antique, le pays ayant inspiré Alabasta, que réside l'origine de ce récit. Un voyage extraordinaire vers les contrées de l'au-delà, où le dieu solaire Ra, accompagné de ses disciples, se devra de lutter contre le plus puissant représentant des forces du chaos, le serpent Apophis, permettant ainsi à la barque solaire de ne pas sombrer dans les eaux troubles. L'omniprésence de la barque, du serpent et le monde des morts étaient donc les tout premiers indices essentiels à noter. Ironiquement, l'histoire contée au pays où il ne pleut pas se poursuit dans une ville représentant son parfait contraire. Surnommée la Cité des Eaux, île gardienne des plans de Pluton, Water 7. Dans cette citadelle aux allures vénusiennes, logeaient des charpentiers d'exception. Parmi eux, se trouvait le détenteur de ces archives capables d'engendrer l'apocalypse, Tom le Constructeur, un homme rendant l'impossible possible. Plus qu'un bâtisseur, il s'inscrit dans l'histoire pour avoir créé l'Oro Jackson, le seul navire qui fut en mesure d'atteindre Raftel. Pour que ce bateau puisse affronter vents et marées, il fut sculpté dans un bois d'exception et de prestige, le bois d'Adam, un trésor dont la légende prit naissance il y a bien longtemps sous le champ des morts. Une petite île fut ravagée par la guerre, décimant entièrement ses habitants et ne laissant que ruines et chaos. Pourtant, il est un arbre qui ne céda point, le seul encore debout, l'arbre d'Adam. C'est grâce à cette résistance et solidité hors norme qu'il devint l'un des matériaux les plus précieux et rares au monde, tant que sa vente est proscrite et qu'il n'est trouvable aujourd'hui qu'au marché noir. C'est par ce procédé illégal que Franky en fit l'acquisition et créa le célèbre Thousand Sunny. Le marché noir, un terme rattaché à Pluton, puisqu'il fut évoqué pour la première fois dans l'arc Alabasta par Crocodile et sa dense powder. Ce commerce illégal reliera une nouvelle fois le pays désertique et la cité aquatique par un biais commun, une arme antique. Mais pourquoi ce parallèle? La ville des eaux prend sa source des contrées italiennes, un pays réputé pour son architecture époustouflante, ses gondoles voguant sur les flots, ou encore son carnaval coloré. Mais une fois les masques tombés, se dévoile la face obscure d'une terre qui vit naître l'une des plus sombres et énigmatiques organisations, la mafia.
berceau du premier grand parrain Don Vito, connu grâce au célèbre film du même nom, la mafia sortit de l'ombre pour apparaître sous les projecteurs. Source de tout trafic illégaux et immoraux, cette société secrète s'étend aux quatre coins du globe, formant un véritable empire inébranlable. Un empire qu'on retrouve à l'exactitude dans One Piece, connu sous le nom de Pègre et siégeant dans les abysses. Don Vito s'incarnera sous les traits du bras droit de l'équipage du Fire Tanks et son capitaine Capone endossera le rôle d'Al Capone, véritable tsar du crime. Cette confrérie emploie à l'image de la mafia les méthodes les plus inhumaines à travers le marché pour s'épanouir dans la pleine indépendance du gouvernement mondial. Ainsi, Oda s'emploiera à étendre dans chacun de ses arcs les différents procédés mafieux. Il débutera par le commerce d'objets prohibés en tout genre, la dance powder, le précieux bois d'Adam, ou encore le mystérieux métal saké. Puis, élèvera encore le niveau, pour plonger dans une phase plus sinistre, le marché aux esclaves. Les séquelles encore visibles sur les corps meurtris des hommes poissons et les sœurs Gorgognes illustrent l'activité qu'exerçaient ces mercenaires de l'ombre. Mais arrivé au Nouveau Monde, la lumière prend le dessus sur l'obscurité. Les visages se dévoilent, et l'on comprend alors que l'activité de cette communauté secrète s'étend bien au-delà de l'imaginaire, s'étend de tous bords. Marine, Empereur, Shichibukai, Supernova et même le gouvernement mondial, tous sont acteurs de ces activités souterraines. Et c'est à Punk Hazard que nous sera révélé les principaux antagonistes manœuvrant à ce trafic. César Clown, le scientifique fou, inventeur du SAD, la substance permettant de créer les smiles, de Shinokuni et Koro, armes de destruction massive, et enfin de la confection d'une drogue de géantification sur des enfants. Charlotte Linin, la dévastatrice empereur Big Mom, est à l'origine du projet de géantification et convoite l'arme Shinokuni. Entretient des relations étroites avec les hautes têtes de la pègre, telles le Garma Double Six. L'acteur majeur du marché des smiles, le Yonko Kaido, l'homme aux 100 bêtes, allié au shogun de Wano Kuni, a implanté massivement des fabriques d'armes dans le pays pour les échanger contre ses fruits. Enfin, celui tirant les ficelles de toute cette industrie, Doflamingo Don Quichotte, alias le Joker. Il est considéré comme l'homme le plus influent et le plus puissant dans le monde de la pègre. Ex-principal actionnaire de la vente d'esclaves, fournisseur d'armes aux nations en guerre, contrebandier des smiles et d'armes de destruction massive à destination de ses partenaires d'affaires tels que le Yonko Kaido. En seconde zone, les empereurs du monde souterrain, des parrains attribués à leur domaine d'activité. Big News, alias Morgan, président du journal Le Times. Yumit, roi du transport maritime. Le croque-mort, Drug Peklo. Guy Berson, dit le maître de la dissimulation. Le roi de la fortune, Dufeld. Et enfin, la reine du quartier des plaisirs, Stussy. Parmi toutes ces têtes pensantes, l'épithète de certains renferme les clés pouvant confirmer le lien entre la pègre et Pluton. Guy Berson, alias le maître de la dissimulation, est un attribut conféré au dieu Pluton grâce à la Kuné, un casque lui conférant l'invisibilité. Drug Peklo, dit le croque-mort, gardien ayant pour rôle de faire disparaître les morts et assimilé au mot sarcophage, nous ramenant ainsi au tombeau d'Alabasta. Enfin, Dufeld, roi de la fortune, définition précise du dieu antique Pluton, le donneur de richesses. Les trois empereurs régnant en maître sur ce qu'on appelle le monde souterrain, l'Underworld, se partagent dans une troublante coïncidence les attributs propres au dieu des enfers. Et ça ne s'arrête pas là. Pour démanteler ce réseau souterrain, multiples ont été les infiltrations. À commencer par le frère du Joker, Rosinon Don Quichotte, alias Corazon. Agent de la marine, il tentera de briser les folles ambitions de son cadet. Lui succédera dignement l'homme à l'emblème du cœur, Trafalgar D. Waterloo. Actuellement en alliance avec le supernova Monkey D. Luffy, ils feront tomber le Joker et projettent désormais d'annihiler l'empereur Kaido. Enfin, l'infiltration la plus ambitieuse de toutes, l'agence Stussy, introduite parmi la pègre, en s'étant vue attribuer le titre d'impératrice. Cette femme appartient à une confrérie bien plus secrète que la pègre elle-même, le CP0, l'agence de renseignement la plus forte du monde, une branche du gouvernement mondial qui sera chargée des affaires les plus secrètes et délicates. Respectant l'histoire originelle de la mafia, Oda introduit cette milice au même titre que celle voulant démanteler la pègre de l'ancienne Italie, Interpol, la deuxième plus grande organisation du globe derrière les Nations Unies. On sait que le Cypher Pole se fait particulièrement discret. Les seules réelles informations à leur sujet sont qu'ils travaillent directement sous les ordres des nobles mondiaux et ont été vus à diverses reprises commerçant avec certains trafiquants. Mother Carmel, une bonne sœur sous couverture qui fit profit d'échanges d'orphelins à destination du gouvernement. Ou encore, le dernier en date, Kurozumi Orochi, négociant le scientifique Vegapunk.
Mais les membres de cette unité nous ramènent sur les rivages de la Cité des Masques et ses 4 agents sous couverture. C'est eux qui nous entraîneront aux portes de la justice, lieu sacré et symbolique formant les 3 instances majeures. Enies Lobby, là où sont jugés les criminels, Marineford, QG de la marine, et Impel Down, le purgatoire. Ce triangle maritime combine ainsi la justice et les enfers. 2 termes parfaits pour relier définitivement cet arc à celui d'Alabasta et comprendre ce que pourrait être véritablement Pluton. Puisqu'en retournant sur les pas du tombeau royal Néfertari, on y découvre des fresques représentant la balance de la justice, aussi appelée dans l'Égypte antique la pesée du cœur. À chaque extrémité s'y tiennent 2 entités, l'Ibis Thoth, dieu lunaire et seigneur du temps, et le chacal Anubis, dieu funéraire, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs. C'est de par ce rituel qu'étaient jugées les âmes des défunts. Une scène qui s'entrecroise à celle de l'île judiciaire. C'est en ce lieu que Baskerville, l'homme à 3 têtes, juge et garde la porte menant à Impel Down, l'antre des enfers. Et à nouveau, le parallèle à Pluton se fait naturellement grâce à la référence du Cerbère, chien gardien des abysses. Les fils commençaient à se tisser. Interpol devenu Cypherpol, l'Italie miroir de Water Seven, la mafia reflet de la pègre, la traversée du dieu Ra comptée dans le tombeau d'Alabasta et les portes de la justice, symbole du jugement de l'âme égyptien. Tous les éléments menaient au royaume des morts, demeure de cette arme antique. Cette boucle autour du Cypherpol et de la pègre trouve sa finalité dans le dernier arc mis en place par Oda, celui nous révélant les plus grands mystères du monde. L'empereur romain Auguste dit un beau jour « Tous les chemins mènent à Rome ». Sengoku, lui, dit que tous les grands noms de ce monde mènent à Wano. C'est dans cette île ancestrale que la mafia renaît sous une autre appellation, les Yakuza, que le CP0 opère dans le plus grand secret aux côtés des 2 hommes à la tête de cette nation. Et finalement, que le monde des morts et les enfers y trouve une nouvelle histoire pouvant nous révéler la véritable nature de Pluton. En ouvrant le rideau sur les contrées nippones, s'étend le ciel aux 1000 teintes de Wano Kuni. Sous cet aspect de sérénité profonde, se dépeint un tableau plus sombre, où se joue une pièce théâtrale mettant en scène les comédiens du folklore japonais. Yokai, Kami, Yurei ou encore Ashura. Ces créatures nous basculent dans le royaume de l'au-delà, là où siège l'âme créatrice de cet archipel doré, Izanami. Cette divinité eut pour mission, aux côtés de son frère Izanagi, de changer le chaos primordial en véritable paradis terrestre. Mais cette harmonie prit fin au travers du fruit de leur union. Kagutsushi, le dieu du feu, entraîna la mort de sa mère et fit basculer la vie d'Izanagi. Fou de rage, il tua son fils de sa lame divine, Amano Abakiri, dont la légende s'inscrit par la suite comme l'épée venant à bout du Yamata no Orochi. Quant à Izanami, elle, descendit au Yomi, ou Diu en chinois, royaume des ténèbres présidé par nul autre que le roi des enfers, Enma. Ce purgatoire se compose de 18 niveaux infernaux, tels les 9 étages de Dante, l'origine d'Impel Down. Izanagi bravera ce monde sinistre en quête de sauver son épouse de la mort. Mais il n'y vit plus qu'une femme à l'apparence putride, ce qui le fit fuir et condamner pour l'éternité la porte menant aux enfers. Enma, Amano Abakiri, Yamata no Orochi, le royaume des morts. Toutes ces notions se rassemblent autour des terres de Wano Kuni et des dignes héritiers Kozuki. Ces enfants de la prophétie qui se devront de réouvrir les portes de leur royaume, autrefois scellées, semblent prendre aujourd'hui un tout autre sens au contact de cette légende. Car l'ouverture de cette contrée pourrait bel et bien libérer les enfers, telle la boîte de Pandore. Mais qu'en est-il du titanesque navire Pluton ? Le pays du soleil levant abritait en ces lieux des charpentiers non pas d'exception, mais de légende. C'est la nomination qui fut attribuée à Minatomo, le bâtisseur des plantes d'Onigashima, et qui prit sous son aile Franky, ancien propriétaire des plantes Pluton. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'il en connaisse l'origine, et qu'il soit à même de prêter main forte à sa reconstruction, aux côtés de Ketiflam. Le premier point clé pouvait alors s'établir. Le second va nous mener tout droit vers une référence quelque peu originale. Celle d'un jeu basé sur les fondements historiques et religieux du Japon, Okami. Son récit nous plonge au cœur de la tribu de la Lune, confrontée à 2 terribles ennemis, le Yamata no Orochi, et de l'autre, l'incarnation du mal, le seigneur des ténèbres, Yami. Grâce à leur puissance, il parvint à sceller Yami dans l'arche sacrée Yamato.
mais son pouvoir démoniaque était tel que l'arche fut corrompue et libéra tous les démons yokai sur le Nippon. Une arche nommée Yamato, un titre de légende pourtant bel et bien réel, puisqu'il s'agit ici du plus gigantesque et lourdement armé des cuirassés jamais construits de l'histoire navale. Ce mastodonte des mers, porteur du sceau impérial japonais, fut le plus grand et le plus puissant navire amiral jamais mis à l'eau durant la Seconde Guerre mondiale. Attaqué et pourtant toujours reconstruit, il ôtera dans l'histoire pour sa mission suicide qui permit le réveil d'un Japon nouveau, démocrate et pacifiste. Il se pourrait alors que Pluton puisse bel et bien être à l'image de cette arme destructrice, mais qui pourtant, dans son silence, parviendrait à devenir une arche à même de sauver le monde du chaos, le jour promis. Mais pour pouvoir exploiter l'hypothèse que Pluton soit une arche, faut-il encore être en mesure de trouver l'animal capable de conduire ce mastodonte des mers. Et c'est à nouveau à travers la faune de Grand Line que nous pourrions trouver sa route. Un animal à l'épithète royale, le roi des enfers. Uranus, Poséidon, toutes deux pouvaient posséder un roi associé à leurs éléments respectifs. Le dieu des océans gouvernait des monstres marins, les rois des mers. Quant au dieu du ciel, il se devait de gouverner un animal céleste, nous conduisant ainsi sur les traces du roi dragon. Vient alors Pluton, dieu du royaume des morts et des enfers. Un roi du monde souterrain devrait alors apparaître. Nombreux peuvent prétendre à ce titre, à commencer par le majestueux porteur de la civilisation des Minks, Zunesha. Cet éléphant ayant traversé les siècles et les époques, errant pour l'éternité dans un but encore inconnu. Cet être gigantesque, plus grand qu'aucune autre créature vivante encore, aurait la force pour réduire à l'état de poussière n'importe quelle terre. Pourtant, cette âme maudite ne semble avoir aucun lien réel avec Pluton. Aucune trace n'est recensée à Alabasta ou dans l'Égypte antique. Il en va de même pour le monde souterrain, des morts ou de la pègre. Seuls deux indices minimes peuvent attester d'une quelconque référence. Le premier, grâce à Funkfried, l'épée de Spandam, l'homme missionné pour retrouver les plans de l'arme antique Pluton. Le second nous plonge dans le mythe abyssal de la plus grande et puissante créature terrestre, le Behemoth, parfois présenté sous l'apparence d'un renard, d'un bœuf ou encore d'un éléphant. Il est considéré comme le monstre primordial, ennemi de Dieu. Malgré tout, ces deux éléments n'étaient pas suffisamment solides pour considérer Zunesha comme le roi, monture de Pluton, mais s'apparenterait davantage à une autre arme antique que l'on étudiera dans d'autres vidéos. C'est la raison pour laquelle cela nous conduit au second animal, le roi serpent trempé de sang. Un seul être est capable de résister aux lames des géants, le serpent rouge sang. Ce nom à la sonorité légendaire fut évoqué il y a de ça plus de 847 chapitres et n'est plus jamais réapparu depuis. Est-ce un animal, une personne ou encore une montagne? Nul ne sait ce qui se cache sous ce pseudonyme. Pour le retrouver, partons à nouveau dans les contrées gardant les secrets enfouis de Pluton. Sous les dunes de sable d'Alabasta, le pays où siège le roi Cobra, résidait le tombeau familial Néfertari. Comme mentionné plus tôt, ces fresques narraient le récit énigmatique d'une barque traversant les eaux pour rejoindre un autel sacrificiel où se dressait un gigantesque serpent. Une symbolique retrouvée à l'identique au pays des nuages et sur le sol lunaire. En étudiant d'un peu plus près ces trois peintures, le serpent semblait détenir une place prédominante. Alors remontons le temps, soit 400 ans plus tôt, pour en comprendre son histoire. 21e jour du 5e mois de l'an naval 1122. Île de Jaya sur la route de tous les périls. Une malédiction s'abat sur les terres sacrées du pays. Ses habitants succombent à mort. La désolation se fait ressentir. Les prières s'en remettent à Dieu pour rompre cette infortune. C'est décidé. Seul le sang de la plus belle jeune fille du village contentera le Seigneur pour réduire ce fléau à néant. La cérémonie sacrificielle débute. Une barque mène la condamnée sur l'autel. Dieu de la pluie, Dieu de la forêt, Dieu de la terre, accepte le sang de cette vierge en échange du secours de notre village. Émane alors de sous les eaux un gigantesque serpent, le seigneur Kashi, prêt à s'abreuver du nectar sacré. Le silence fait place, le sang jaillit, un divinicide vient d'être commis. La tête du dieu tombe, immaculant l'autel d'une mer rouge, laissant sans vie le serpent trempé de sang. C'est ainsi qu'une légende vieille de 400 ans pouvait nous mener sur les traces du serpent rouge sang. Ici, il fut nommé Kashigami,
littéralement dieu des chênes, une appellation liée à la flore qui fut le point culminant de ce récit. La malédiction lancée sur ce peuple ne fut que les conséquences d'une épidémie, la fièvre des bois, un mal propagé par la forêt sacrée que cette tribu aux croyances profondément ancrées y voyait comme réceptacle aux âmes de leurs défunts. Une ironie que d'invoquer un dieu des arbres pour éradiquer une maladie présente dans ces derniers. Et c'est peut-être là le chaînon manquant nous reliant à Pluton. Le chêne est un arbre divin qui fut défini comme le tout premier au monde. Dans One Piece, Oda donna le nom sacré d'Adam, premier homme créé de Dieu, s'incarnant sous les traits d'un bois de prestige et d'exception et convoité par les plus grands bâtisseurs au monde. Mais qu'en est-il du lien entre le serpent et Adam ? Tous deux nous mènent au mythe de la création recensé dans les écrits bibliques, la Genèse. Dans le merveilleux jardin d'Éden naissèrent deux êtres fabuleux, Adam et Ève. Ils coulèrent des jours heureux et paisibles dans ce paradis idyllique. Tout était en abondance et en harmonie. Seule la consommation des fruits de l'arbre jonchant au milieu de cette terre était proscrit par Dieu, celui de la connaissance du bien et du mal. Mais le meilleur moyen de succomber à la tentation était d'y céder. Ainsi, Ève fut influencée par l'incarnation du mal, le serpent Nahash, qui scella le destin des deux humains, entraînant leur chute et devenant ainsi les tout premiers mortels sur Terre. Adam et Ève, deux noms qu'Oda attribuera aux arbres à la propriété divine et qui seront entrelacés au destin d'armes antiques. L'un apporte la lumière et l'oxygène nécessaires à la survie des hommes-poissons et recèle la réincarnation de Poséidon. L'autre, de sa robustesse et solidité légendaire, sera le noble matériau qui servira à bâtir des navires quasi indestructibles et fera grand lien avec Pluton. Cette arme détenue pourtant dans le pays désertique d'Alabasta va tout de même parvenir à se lier au récit biblique du reptile sacré Nahash. Et tout cela grâce à un élu, Moïse. Au temps des pharaons, trônait un roi nommé Ramsès II, dit le grand bâtisseur, époux de celle dépeinte comme la plus belle de toutes, la reine Néfertari. Il fit du peuple hébreu des esclaves et assoit son pouvoir et sa domination sur ce peuple. Mais un beau jour, naquit Moïse, de l'arabe Moussa, un nom à la résonance similaire qu'elle a sacrifié de Chandora, Mousse. Fils abandonné dans un panier au large d'une rivière, il reçut un message de Dieu, lui ordonnant de jeter son bâton au sol pour laisser apparaître le serpent Nahash. La révélation prophétique venait de naître dans son esprit, conduire le peuple hébraïque loin de l'Égypte pour rompre leur servitude. La légende s'inscrit ainsi. Le roi bâtisseur, époux de Néfertari, succomba face à la révélation de Moïse faite à travers le serpent Nahash, et la gloire de l'Égypte reprit à nouveau un souffle de vie. Tout comme Water Seven, les récits se croisent et se ressemblent. Alabasta, miroir de l'Égypte, gouverné par la dynastie Néfertari, dont la reine Vivi devint l'incarnation de la liberté de son peuple, et le serpent marquant son empreinte dans leur tombeau. Cet animal semblait donc être le totem permettant de comprendre l'histoire et l'utilité de l'arbre antique Pluton. Mais bien au-delà, son destin lié à celui de Moïse pourrait être en mesure de dépeindre l'aspect final de cette relique, et se révéler non pas être un simple navire, mais bel et bien une arche à l'image du Noah. Car en poursuivant l'histoire de ce prophète, se dessine l'origine des tables de la loi, des textes sacrés contenant les mots de Dieu et conservés dans un coffre en bois précieux, conçu sous des plans stricts et précis, inscrits dans la Bible. 10 commandements, unifiés autour de 12 tribus, qui résident dans le culte de l'unique Dieu, Yahvé. Fut alors créé ce jour et placé en terre sainte de Jérusalem, l'Arche d'Alliance, trône et résidence terrestre de Dieu. Une arche des plans de construction, une terre sainte, un trône, un dieu, un accord entre tribus. Nous voilà plongés il y a 800 ans dans l'antre des secrets du royaume disparu, les Néfertari. Cette famille qui fut à l'origine d'un pacte scellé aux côtés de 19 autres familles donna naissance au gouvernement mondial. Cette promesse fut inscrite au pied du trône vacant, sur la terre sainte de Marie-Joise, résidence des dieux, et qui aujourd'hui se trouve gardienne d'un poneglyphe, recélant les secrets enfouis de l'arme la plus destructrice au monde, Pluton. Son cœur résidant dans des plans transmis de génération en génération aux plus illustres constructeurs du monde, pour y faire renaître un jour le navire capable d'anéantir des îles entières.
Voici l'une des faces sombres et cachées du monde souterrain auquel se prêtent ceux à la tête des mers de Grand Line. Mais la prophétie de l'âge d'or inversera cette destinée. Celles qui autrefois portaient le nom d'armes deviendront celles à même de sauver le monde. L'arche Noah, touchée par la main machiavélique de Vanderdecken, aurait pu conduire l'île des hommes-poissons à sa perte. Mais entre les mains de la reine Poséidon et de ses rois, elle se révéla être le salut de ce peuple des fonds marins, le jour promis. De cette image, Pluton, allant à l'encontre de sa réputation exterminatrice, pourrait être le symbole de l'espoir d'une nation dans le besoin. Pluton, le bateau, non, devrais-je dire l'arche, à même de sauver des peuples opprimés sous terre. Esclaves, serviteurs, prisonniers, ce marché humain détenu par nul autre que ceux qui firent le serment unique d'un passé lointain. Noé, Ève pour Poséidon, Moïse et Adam pour Pluton. 2 arbres, 2 arches et 2 armes antiques capables de sauver en chacun les civilisations de l'ancien temps. Seule l'une d'elles nous fut dévoilée, Noah. L'autre reste un véritable mystère aux yeux du monde. Les hypothèses sont multiples pour songer à l'apparence de Pluton. Un cuirassé capable de contenir des bombardiers nucléaires, composé de plutonium à l'image de Little Boy et Fat Man. Un vaisseau fantôme à l'apparence abyssale, respectant la thématique des enfers, royaume de ce dieu. Ou encore, un paquebot si titanesque qu'il serait en mesure de dépasser cette muraille qu'est Red Line. Mais à ce jour, seul le regard de 2 enfants pourrait refléter un morceau de l'aspect réel qu'est cette arme antique. Iceberg et Frankie, disciples de Tom, gardiens et vecteurs de la transmission des plans. Chacun d'eux prit leur envol. L'un projeta la construction d'un navire futuriste capable de sauver son pays le jour où l'ultime Aqua Laguna frappera et ensevelira complètement cette terre. Tel le rôle d'une arche, Iceberg semble porter dignement la volonté de son défunt maître. L'autre créa le légendaire Thousand Sunny, prestigieux navire en bois d'Adam du futur roi des pirates. Lui qui, durant son enfance, s'est efforcé de construire une armada d'engins détournés au profit d'armes de destruction. Chacun d'eux perpétue désormais les enseignements de ce charpentier remarquable qu'était Tom. Et c'est peut-être en cela que recèlerait la véritable nature de Pluton. La notion constante et salvatrice d'ériger une invention venant en aide à autrui. Tom permit de raccorder certaines îles entre elles grâce à l'ingénieux train des mers. Iceberg convoite le projet fou d'une arche à même de préserver son pays des eaux. Et si finalement, ces dignes héritiers bâtissaient le projet le plus ambitieux qui leur ait été donné de créer l'Arche d'Alliance, une flotte gigantesque imbriquant les bateaux les uns aux autres pour ne former qu'un seul et même navire indestructible, le BF 94, l'Arche Pluton. Il nous a été donné de voir à 3 reprises la nécessité du nombre s'allier à la puissance. La première à ouvrir la marche, l'arme de la justice absolue, le dévastateur Buster Call. O'Hara, Enies Lobby, le silence pesant autour de ces noms résonne à l'arrivée des bombardiers. 10 navires de guerre, 5 vice-amiraux, un escargophone doré et une fraction de seconde suffisent à faire disparaître une île de la carte. Voici l'ultime arme de destruction massive de la marine. Elle fut aux yeux de Nico Robin une version cauchemardesque d'un incendie criminel concentré. L'enfant qui fut sur les traces de Pluton, l'arme capable d'éradiquer des pays de la surface de la Terre, fut confronté à son modèle réduit, et ce, à 2 reprises. La seule justification à cela, la justice. Cette même notion retrouvée aux abords de l'arme antique des enfers à travers la pesée du cœur, présidée par nul autre que la déesse de la balance et de la justice, Mat. Le Buster Call semblait ainsi être une véritable métaphore à ce que pourrait être Pluton. Une armada de navires à la force de frappe inouïe, anéantissant tout sur son passage. Et en se dirigeant à la seconde référence, on retrouve à nouveau le nombre qui prime, avec les Battle Frankie. 35 escadrons conçus dans l'unique but de ne jamais tuer d'humains, mais qui pourtant, entre des mains ensanglantées, peuvent s'avérer de véritables armes de destruction menant à la perte d'un être cher. La souffrance infligée au bâtisseur de voir son art se transformer en arme de guerre est un fardeau qu'il se devra de porter même après la mort. Mais jamais il ne doit en éprouver une quelconque honte. Il tâchera de mener ses créations à bien et les aimera quoi qu'il advienne, car elles ne naissent ni bonnes ni mauvaises. La parole au bout des lèvres de son modèle et mentor résonneront désormais dans les actes de Frankie. Celui qui rêvait de mettre un jour à profit ses anciennes réalisations a tiré les leçons de ses actions passées. Et c'est la principale raison qui mène à croire que Pluton ne se devra de détruire, mais à contrario, de sauver.
Franky est aujourd'hui en mesure de saisir cette seconde chance qui lui est offerte, de par ses connaissances acquises au fil de sa traversée et des découvertes de l'ingénieux Vegapunk, que T-Flamme pourrait alors changer la face du monde, en parvenant à réanimer l'âme et la flamme de Pluton, une arche antique ramenant l'espoir et la paix qu'il y a bien longtemps, ce royaume disparu emporta avec lui dans son silence. La science serait alors son meilleur atout pour mener à bien ce projet, et c'est celui qui collabora aux côtés du scientifique de génie et acteur de la pègre qui pourrait nous dévoiler un aperçu de ce que pourrait être Pluton. L'homme à l'origine du Germa 66, Vinsmoke Juge. Famille émergente de North Blue, elle établit un véritable empire sur ces contrées. Leur puissance armée est telle qu'elle fit leur renommée à travers les grandes pages du Times. Des prouesses technologiques prodigieuses, une armée de soldats sans âme et une force navale phénoménale. Telle est la patrie du Germa 66. Mais bien au-delà, l'atout majeur de cette nation réside dans la mobilité de leur habitat. Tels des Transformers, ils parviennent à déplacer leurs terres sur les mers grâce à un astucieux système permettant à leurs navires de se rassembler pour en former le royaume suprême de cette dynastie. Puis, durant la navigation, les bateaux se désassemblent pour former à nouveau une élite navale. C'est ainsi que l'idée que Pluton puisse être plusieurs navires imbriqués en un seul a émergé dans mon esprit. L'Arche des Terres n'en formant plus qu'une. Et ce terme a un nom, Pangea. Ce même nom où réside actuellement le trône vacant et dont l'union des 20 royaumes de l'ancien temps fut scellée telle l'arche d'alliance placée en Terre Sainte. La boucle serait ainsi bouclée et nous mènerait véritablement sur le chemin du mythique cuirassé Yamato. Car bien plus qu'un navire de guerre d'exception, le secret de sa puissance résidait dans son alliance à d'autres vaisseaux de guerre. Ce concept a un nom, Rengo Kentai, la flotte combinée, une formation de plusieurs cuirassés dont trônait à sa tête le Yamato et à ses côtés les terribles Musashi et Shinao. Ce trio formait ainsi les plus grandes forteresses jamais lancées sur les mers. Ainsi, l'histoire de Pluton fut disséminée dans bien des mythes et contrées. Alabasta, Chandora, Water Seven, Impel Down, le sombre univers de la pègre ou encore plus surprenant Wano Kuni, tout menait au monde souterrain, royaume de ce dieu. Ce qui nous a finalement conduit sur les traces de l'énigmatique serpent trempé de sang, qui pourrait être à l'image des rois des mers, la monture royale de Pluton. Même si son rôle est encore incertain, tracter, détruire, porter, il aura permis de mettre en lumière l'intérêt véritable de ce cuirassé. Celui dont l'aura infernale poussait à croire qu'il s'agissait d'une arme de destruction pourrait s'avérer finalement être un moyen de sauver le monde, l'Arche d'Alliance. Tout comme le Noah qui sommeillait au fond des mers, cette arme antique sauverait de nombreuses vies à défaut de les ôter. Pour ce qu'il en serait de sa forme finale, telle la volonté de Tom, l'alliance de ses disciples Franky et Iceberg pourrait être la quintessence de l'histoire de la construction navale, en bâtissant non pas un simple navire, mais l'union de plusieurs, rassemblés en un seul, formant ainsi le principe de la Pangée, ce lieu symbolique et sacré où siège le trône vacant, autrefois symbole de la coalition des peuples d'antan, semble aujourd'hui être au cœur de la guerre suprême qui s'apprête à renaître dans ce futur proche.